L'Union européenne est en crise. Elle ne voit plus ni sa finalité, ni ses frontières. Alors je vous propose l'exercice suivant. Prendre appui sur des cartes et avancer des arguments expliquant pourquoi la Turquie doit rejoindre cette union, puis, avec les mêmes arguments, vous expliquer exactement le contraire. Le premier argument est géographique. La Turquie forme comme une large passerelle entre l'Europe et l'Asie. On voit que la trace turque est en Europe. Istanbul, l'ancienne Constantinople, est bien à cheval sur les rives européennes et asiatiques du Bosphore. La deuxième légitimité est historique. Les Turcs furent de grands colonisateurs, ils ont longtemps été présents en Europe. Les armées ottomanes ont par 2 fois fait le siège de Vienne. Eh bien, c'est grâce à cette présence ottomane qu'il y a des minorités turcophones en Grèce, en Macédoine, en Bulgarie et en Moldavie. C'est pour cela qu'il y a des musulmans en Bosnie, en Serbie, en Albanie, en Macédoine. Alors, dans la mémoire collective des Turcs, il y a donc comme une cohérence historique à voir la Turquie venir se rattacher à un ensemble européen. Le troisième argument est stratégique, directement lié aux frontières du pays. Déjà, il ne faut pas oublier le rôle joué par la Turquie dans la sécurité de l'Europe lorsque celle-ci était menacée par l'Union soviétique. La Turquie a fait partie de l'OTAN en 1952. C'est sur le sol turc que furent installés des missiles pour répondre à ceux pointés par l'URSS. Sa position lui a permis d'aider les États-Unis et la France pour soutenir l'effort de guerre de l'Irak contre l'Iran entre 1980 et 1988. Et puis à nouveau en 1991, lorsque Ankara laisse les États-Unis utiliser la base de Diyarbakir lors de la première guerre du Golfe menée cette fois contre l'Irak. Et puis d'ailleurs, le raisonnement stratégique peut être poussé plus loin. La Turquie a signé en 1996 un accord de défense avec Israël. Les troupes israéliennes peuvent s'entraîner en Turquie, mais l'accord est surtout intéressant pour les pilotes israéliens pour leur entraînement en vol, Israël disposant d'un territoire minuscule. Mais évidemment, cet accord de défense israélo-turc est très mal perçu par les voisins arabes. Eh bien là aussi, la Turquie rend service, car même si cela n'est pas dit explicitement, la sécurité d'Israël concerne aussi l'Europe. Tout ceci pour expliquer que le gouvernement d'Ankara a depuis longtemps fait un choix pro-occidental. Maintenant, l'argument religieux. Ouvrir les portes à la Turquie, c'est évidemment un message à envoyer aux musulmans d'Europe, mais aussi à ceux qui ne sont pas en Europe. Le projet de l'Union européenne est non confessionnel, élaboré par des États qui accueillent déjà sur leur sol 20 millions de musulmans. Donc il faut que cet ensemble chrétien soit capable de s'ouvrir sur le monde musulman et arabo-musulman, si l'État candidat est à même d'adopter les mêmes règles que ses prédécesseurs. La Turquie a depuis longtemps su concilier société civile musulmane et État laïque, donc ce n'est pas au moment où tout le monde confond ère de civilisation et choc politique qu'il faut tenir à l'écart les Turcs musulmans du projet européen. Et puis, il y a l'argument économique. L'entrée de la Turquie, c'est le renforcement du grand marché européen. Rappelons que depuis 1995, elle forme une union douanière avec l'Union européenne. 85% des investissements en Turquie proviennent des pays membres. C'est aujourd'hui un grand marché de consommateurs, solvable. Donc on l'a compris, la Turquie fait d'ores et déjà partie du bloc occidental. Cette adhésion n'est en fait une confirmation d'alliance. Alors résumons-nous. Arguments géographiques, historiques, stratégiques, religieux, économiques, plus une addition d'appartenance qui existe. Donc les arguments pour sont nombreux et ils sont solides. Eh bien, tous ces arguments, il est possible de les retourner et de dire exactement le contraire. Donc reprenons notre carte de géographie. La trace est en Europe, mais 82% de la Turquie est en Asie. Ankara est une capitale d'Asie mineure et ses liens historiques sont tournés vers cette Asie-là. On voit sur la carte les populations turcophones et d'ailleurs, depuis la dislocation de l'Union soviétique, Ankara renforce son influence culturelle en offrant des bourses aux étudiants,
en ouvrant des consulats, en investissant, en envoyant des films, en finançant Avrasia, qui est une chaîne satellite couvrant l'Eurasie. Alors changeons d'échelle, le voisinage de la Turquie n'a rien de stable. Dans la région du Caucase, en Géorgie et dans le Haut-Karabakh, dans le monde arabe où perdure avec la Syrie le contentieux sur le Sandjak d'Alexandrette et sur le débit de l'Euphrate, en Irak, avec lequel la Turquie a là aussi un litige sur le débit laissé en aval de l'Euphrate, mais aussi sur la question kurde, qui est à cheval sur la Syrie, l'Irak, la Turquie et l'Iran. Et bien sûr, il y a l'Iran qui pose la question de la prolifération nucléaire. Donc, on est tout de même en droit de se demander si l'Union européenne doit se retrouver directement frontalière d'une partie du Proche-Orient et de l'Asie centrale. Car si on regarde l'environnement proche, les relations gréco-turques se sont améliorées depuis les tremblements de terre de 1999 qui ont frappé les deux pays, mais le litige qui porte sur le partage de la mer Égée n'est toujours pas réglé entre les deux États. Ce contentieux n'a pas été réglé par l'appartenance conjointe des deux États à l'OTAN. Autre contentieux, le gouvernement d'Ankara n'a toujours pas reconnu la République de Chypre, qui est divisée en deux depuis l'intervention militaire turque de 1974. Or, Chypre a rejoint l'Union européenne en 2004. Alors on pourrait estimer que ce serait tout de même la moindre des choses de la part de Bruxelles de demander à un État candidat qu'il reconnaisse d'abord l'existence de tous les États membres qui le précèdent. Reprenons maintenant l'argument économique. Ce grand marché, c'est précisément ce qui fait hésiter, non pas la taille du marché, mais la philosophie. Et pourquoi est-ce que Londres et Washington insistent tant auprès des chefs d'État européens et auprès de Bruxelles depuis plusieurs années pour accélérer l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Eh bien, c'est parce qu'un si grand marché est un avantage économique, mais en même temps, c'est l'outil adapté pour faire couler toute Europe politique. Or, il y a un paramètre potentiellement déstabilisateur pour le budget de l'Union européenne, c'est la politique agricole commune, surtout en intégrant la Turquie. On a 10% de la population active dans l'agriculture, dans chaque État membre en moyenne, alors que le chiffre est de 29% en Turquie. Près du tiers de la population active turque tire ses revenus de l'agriculture. Maintenant, l'argument religieux. Les hésitations des Européens, en particulier les Français et les Allemands, portent sur le fait que la Turquie serait le plus peuplé des États membres et peuplée par une majorité de musulmans. L'entrée de la Turquie est un geste de confiance à l'égard des peuples musulmans, pense-t-on, sauf que l'argument peut exactement être tourné. Si c'est un message au monde musulman, c'est oublier que les Arabes n'aiment pas beaucoup les Turcs. Ils les voient comme des colonisateurs ottomans, comme ceux qui ont aboli le califat, comme un allié des États-Unis, comme un allié de l'ennemi des Arabes, Israël. Eh bien, une telle adhésion conforte l'idée que, décidément, la Turquie est un adversaire du monde arabe. Et puis, il y a bien sûr la question des droits de l'homme. Les critères de Copenhague, c'est autre chose que l'ouverture d'un grand marché et la libre circulation des biens et des personnes. Non, ce sont des exigences sur les droits humains. Eh bien, en Turquie, cela porte sur le droit des Kurdes, la protection des minorités, le droit des femmes, la reconnaissance par la Turquie de sa responsabilité directe dans le génocide arménien, et les perspectives d'adhésion sont souvent des effets stimulants. Le Parlement à Ankara a aboli la peine de mort, a réformé le code pénal, la langue kurde est désormais autorisée, mais tout de même, on est loin du compte. L'ouverture des négociations avec Ankara ne garantit pas que la Turquie deviendra membre de l'Union européenne d'ici 10 ans ou 15 ans. On n'a pas en fait encore décidé d'intégrer la Turquie, mais je crois qu'on a déjà décidé de ce que l'Europe allait être ou n'allait plus être. Voilà donc des arguments pour, vous avez entendu des arguments contre, maintenant c'est nous qui décidons.